Par exemple, un vieux film qui s'appelait Trader avec Ewan McGregor, qui était l'histoire d'un jeune trader qui avait causé la faillite d'une grande banque anglaise, la Barings. Ça m'avait fasciné de voir à quel point en fait les décisions d'investissement pouvaient avoir autant d'impact. Là, tu viens de dire du coup que tu as commencé à investir déjà ton argent. Pour toi, c'était quelque chose de logique de le faire parce que du coup, tu étais intéressé dans ce milieu-là ou tu as eu besoin de t'éduquer sur des sujets? Ça arrivait quand j'étais vraiment un jeune adolescent, quand j'avais 12, 13, 14 ans, de discuter de bourse avec ma grand-mère. D'accord. Je me souviens, déjeuner chez elle, il y avait les pages saumon du Figaro. C'était la partie économique du Figaro où tu avais les cours de bourse inscrits à la main. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Et au final, là, sur 10 ans, j'ai fait 60% de bénéfices, alors que l'or a quasiment fait plus 150%, plus 160% sur la période. Personne ne sait si la bourse va monter dans 1, 2, 3 ans. En revanche, éviter des contrats bourrés de frais qui vont manger la moitié de la performance, ça, tout le monde a le pouvoir de toucher à ça. Il y a, à mon avis, un énorme exercice d'enfumage dans cette histoire. Parce que aujourd'hui, en fait, l'État français est très endetté et en réalité, s'il veut s'armer plus, il va être obligé de faire plus de dépenses publiques. On a un ministère des Finances qui nous dit « Ah mais attention, il n'y a aucun problème, on va mobiliser l'épargne des Français ». Mais c'est un sujet qui n'a rien à voir. Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast. Sur notre podcast, on parle argent, épargne, investissement, en gros tout ce qui tourne autour de l'éducation financière. Et aujourd'hui, on est content de recevoir Pierre qui nous a rejoint. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Aussi, ouais. L'idée, ça va être de te présenter au début, rappeler un peu ce que tu fais, te présenter toi, personnellement, sur quoi tu travailles en ce moment. Et après, on enchaînera sur la suite avec nos questions. Aussi, on peut rebondir sur ce que tu dis, mais voilà. Donc, je te laisse parler. Avec plaisir. Donc, bonjour à vous, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Ménial. J'ai lancé, il y a un peu plus d'1 an, un projet qui s'appelle Monsieur Capital. Mais donc, avant ça, en fait, mon background, c'est la finance d'entreprise. J'étais donc diplômé d'une école de commerce et après, j'ai travaillé dans une banque d'investissement en fusion-acquisition chez Lazare et Crédit Agricole CIB, où j'ai principalement en fait accompagné des entreprises et des fonds d'investissement pour leurs opérations financières, leurs opérations donc de croissance externe. Et grâce à cette expérience, je me suis vraiment intéressé de plus en plus, que ce soit à la finance d'entreprise, mais aussi à la finance de marché, parce que j'ai aussi introduit des entreprises en bourse, fait des obligations convertibles. Et donc à partir de cette expérience, j'ai aussi développé une passion pour l'investissement à l'épargne, et donc ça fait quasiment plus de 20 ans que j'investis fréquemment en bourse. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai lancé Monsieur Capital, et le but c'est vraiment d'aider tout le monde à bien investir sur les marchés financiers sur le long terme, et en échappant à tous les pièges classiques, que ce soit les mauvais produits ou les mauvais intermédiaires. Ouais. Ok, super intéressant. C'est très intéressant. De toute façon, on va y revenir, on va poser des questions. Pour démarrer, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est reprendre un peu du début, même toi. Comment t'es rentré un peu dans ce milieu? Enfin, tu nous as dit que tu avais fait tes études là-dedans, que tu as commencé à travailler en banque d'affaires et tout. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce milieu-là? Donc, ça, c'est pour ton côté pro, comment t'es rentré là-dedans. Et même, du coup, perso, c'était quoi un peu ce déclic de pourquoi t'intéresser à ton argent de toi? Donc depuis déjà très longtemps, j'ai toujours été fasciné un peu par l'évolution des cours de bourse, la passion en fait que les marchés financiers génèrent. Ah, c'était quelque chose de personnel, enfin t'aimais bien voir et être curieux de savoir ce qu'il y avait derrière, quoi. Ah tout à fait, ouais. Il y avait par exemple un vieux film qui s'appelait Trader avec Ewan McGregor, qui était l'histoire d'un jeune trader qui avait causé la faillite d'une grande banque anglaise, la Barings. Ça m'avait fasciné de voir à quel point en fait des décisions d'investissement pouvaient avoir autant d'impact. Après, vraiment où j'ai été immergé dans ce milieu, c'est en travaillant en stage à la Banque Lazare, en fusion-acquisition. En plus, c'était juste avant la grande crise financière de 2007-2008. Donc après, juste pendant la crise financière, j'étais parti aux États-Unis. Faire un stage à New York dans une petite banque française. Et j'avais vu sous mes yeux les banques changer de pavillon, donc Lehman Brothers qui était devenu Barclays. Et il y avait eu une folie financière autour de tout ça. Donc après, pendant la fin de mes études, j'ai vraiment regardé de près quels étaient tous les mécanismes qui avaient conduit à la faillite de ces grandes banques et pourquoi en fait tout ça était fascinant. Ok, sympa. Et après, pour ton côté pro, du coup, est-ce que c'est d'abord ce côté perso qui t'a dit je vais me lancer dans le côté pro? Je dirais que les deux ont été un petit peu en parallèle. Parce que vraiment le côté pro, c'était d'en apprendre plus sur la manière dont les entreprises sont valorisées, comment on fait une transaction
de bout en bout. Par exemple, un fonds d'investissement qui achète une cible. Qu'est-ce que le fonds d'investissement va regarder? Comment valoriser cette entreprise? Quelles sont en fait les techniques qui permettent de le faire? Et le côté perso, j'ai toujours essayé d'investir le peu d'argent que j'avais sur les marchés, de prendre des paris, de m'intéresser, quoi. Et comment... là, tu viens de dire du coup que tu as commencé à investir déjà ton argent. Pour toi, c'était quelque chose de logique de le faire parce que du coup, tu étais intéressé dans ce milieu-là, ou tu as eu besoin de t'éduquer sur des sujets? Est-ce que tu as fait des erreurs au début? Voilà, c'est un peu des... Eh ben, c'est une bonne question, parce que en réalité, en termes d'argent et de marché, ma génération elle a été un petit peu sacrifiée. Parce que à l'âge où j'étais, à l'époque où j'étais apte à comprendre ce que c'était que la bourse, il y avait eu l'éclatement de la bulle Internet de 2000-2001. Ok. Donc la bourse avait perdu quasiment 30-40% de sa valeur. Ouais. Ok. Toutes les valeurs chouchous de l'époque, les grandes valeurs technologiques s'étaient effondrées. Et après, comme je le disais, pendant les études, il y a eu l'énorme crack de 2007-2008. Là, les valeurs ont perdu 40, 45, 50%. Et donc, quelque part, j'ai gardé, comme beaucoup de gens de ma génération, l'idée que la bourse est extrêmement risquée. Et en fait, c'est l'impact émotionnel que ça m'a laissé. Mais la vérité, elle est complètement différente. C'est que si tu regardes 200 ans de bourse, ça évolue de manière croissante. Les marchés, là, les 15 dernières années, ont quasiment pris 10, 12, 15% par an. Donc en fait, il y a vraiment une tendance à la hausse à long terme. Quand tu me poses la question pro-perso, j'essaie de décorréler en fait le cerveau complètement rationnel qui est les marchés augmentent à long terme et c'est bien d'avoir la bourse comme moteur d'une bonne stratégie d'investissement. Mais aussi le côté perso me fait comprendre qu'il y a aussi une grande dimension psychologique, et notamment une tolérance au risque. Et que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprivoise par l'expérience. Ouais. Et ça, c'est plus quelque chose que j'ai appris par mon côté perso. Okay. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question. C'est hyper intéressant. Mais j'ai plein de questions. Mais est-ce que, juste pour finir un peu ce démarrage-là, est-ce que toi, dans ton entourage, tu avais des gens qui travaillaient là-dedans, qui t'ont mis dedans? Est-ce que c'est juste quelque chose... comment t'es vraiment tombé dedans? C'est ce petit déclic, tu vois? Est-ce que c'était naturel chez toi de t'y intéresser? Ça arrivait quand j'étais vraiment un jeune adolescent, quand j'avais 12, 13, 14 ans, de discuter de bourse avec ma grand-mère. D'accord. Je me souviens, j'allais déjeuner chez elle, il y avait les pages saumon du Figaro. C'est vraiment c'était la partie économique du Figaro où tu avais les valeurs qui étaient les cours de bourse inscrits à la main. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Ouais, non, c'était pas comme maintenant, quoi. Il n'y a pas d'application. Je suis pas si vieux que ça. Non, mais. Non, mais je pense qu'il n'y avait pas TradingView, il n'y avait pas ce genre de choses. C'est ça que je voulais dire, pas d'ordinateur. Mais... on s'envoyait les cours de bourse par câble. À moins que tu nous racontes une histoire qui date d'il y a genre 2 ans, dans ce cas-là, oui, c'est sûr, mais. Non, effectivement, c'était pas du tout en temps réel. Et en fait, on regardait sur le journal du jour les cours de la veille. Ah oui. Et qui évoluaient donc avec la variation par rapport au cours d'il y a 48 heures. Oui, ok. Et donc, c'était vraiment la seule première expérience que j'avais de la bourse quand j'étais jeune. Parce que sinon, mes parents, c'était 2 anciens fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec l'univers de l'argent. Donc, c'était pas forcément quelque chose qui était le plus présent dans ma famille, quoi. Ok, donc c'est quelque chose que tu as décidé, toi, de choisir. Donc, tu n'avais pas de prédisposition dans la famille. Juste, déjà, tu étais intéressé quand même, il faut le dire, à 14 ans, quand même, pour regarder des cours de bourse sur un magazine, ce qui est quand même bien. Du coup, c'est ta première éducation financière d'une certaine manière, quoi. Ouais, exactement. Ouais, okay. C'était un peu le côté visuel des grandes grilles dans un tableau, presque comme une énigme. C'était comme regarder Pyramide à la télévision, quoi. On a envie de comprendre ce qui se passe derrière ces tableaux un peu bizarres. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que dans ton entourage perso, parce que pro du coup, dans ton projet avec Monsieur Capital, mais est-ce que dans ton entourage perso, tu as l'impression de rayonner un peu plus cette éducation financière? Est-ce que tu as l'impression que tu as changé certaines visions de l'argent pour tes parents, par exemple, tu vois, qui n'étaient pas du tout dans ce milieu-là ou quoi? Oui. Comme c'est quelque chose qui me passionne, j'en parle, y compris avec mes proches. Et en fait, je le vois avec mon entourage, chacun un petit peu une version très personnelle de l'argent et de la bourse. Ouais. Certaines personnes, notamment celles qui ont été marquées par les cracks à répétition, en 2000 et en 2007-2008, ces personnes-là vont avoir une aversion très très forte pour la bourse
Et même en leur expliquant en fait que c'est qu'au bout de 20 ans, en bourse, il y a un risque quasiment nul de perdre, où je crois les statistiques montent sur le MSCI Monde. Ouais, c'est moins de 1%, je crois, sur 20 ans. Ouais, sur 20 ans, c'est moins de 1%, et sur 10 ans, c'est quasiment 10% de chances de perdre de l'argent. Ouais, c'est ça. Donc c'est des statistiques très faibles, mais en fait, donc, on peut essayer de parler de statistiques, j'essaie de montrer des faits concrets, j'essaie de montrer à quel point en fait, la bourse, c'est ce qui permet quasiment le plus de dynamiser son portefeuille. Mais les barrières psychologiques prennent du temps à casser. D'ailleurs, dans notre podcast avec Mathieu, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, il nous a parlé lui aussi de cette période de 2008 qu'il a vécu. Et il disait, en fait, ce que ça lui laissait, c'est qu'il disait qu'à cette époque-là, c'était cash is king. C'est vraiment, il n'y avait que le cash qui ne tombait pas, tout le reste s'effondrait. Et il est resté comme ça pendant plusieurs années avant de commencer à se réintéresser. Enfin, je pense qu'il y a des périodes comme ça, quand tu te formes en tout cas, ou quand tu vis des longues périodes qui sont vraiment marquantes, ça te change ta façon de voir après la bourse ou autre sur plusieurs années, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense aussi que c'est lié à... en fait, ces événements un peu spectaculaires, ça invite à mettre dès le départ une bonne stratégie. Après, beaucoup de gens avaient des billes en bourse, mais n'avaient pas forcément investi de la bonne manière. Parce que quelqu'un qui a, par exemple, fait que du stock picking, qui a pris beaucoup trop de risques sur des valeurs technologiques, qui a investi en bourse tout d'un coup, forcément a dû mettre 8-9 ans à récupérer sa mise. Mais ça montre qu'en fait, miser sur des indices petit à petit, avoir une bonne stratégie multi-actifs, ce genre d'événement, en fait, il rappelle pourquoi il y a des règles des règles immuables qu'il faut respecter. Et mon but, quand j'accompagne des clients, c'est leur expliquer en fait le risque qu'a chaque classe d'actifs et pourquoi il faut bien répartir. Et que cette répartition dépend de sa tolérance personnelle au risque et aussi pour rendre un portefeuille plus résilient. Ce que tu dis, c'est super intéressant parce que dans le discours un peu actuel qui est donc uniquement ETF, on va dire action, c'est vrai qu'on peut avoir cette volatilité donc, dont tu as parlé, même si aujourd'hui, pas toutes les générations ont connu cette grande crise. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même très important d'avoir cette solution multi-active dont tu parles. Ouais. Et donc, non, mais ouais, c'était un truc à rajouter. Je trouve que c'est super important de le préciser que non, c'est pas juste on achète par exemple un ETF, c'est pas valable pour tous les types de profils, finalement. Exactement. Alors, pardon, tu voulais dire quelque chose ? Moi, j'allais dire, c'est un truc qui a émergé, je pense, ces dernières années, de gens qui parlent sur les réseaux sociaux, d'éducation financière ou d'investissement. Et ces gens ont plein de stratégies différentes. Il y en a qui sont focus sur les actions à dividendes, il y en a qui sont focus ETF, n'importe quoi. Et en fait, je suis persuadé que c'est des gens qui disent tous des choses très intéressantes, tu vois, qui sont peut-être très bons dans leur domaine où ils sont spécialisés. Mais je trouve que ce qui manque, et ce que nous, on n'a pas retrouvé, même quand on a commencé à s'éduquer autour de ça, c'est ce côté personnification, en fait. Parce que tu peux avoir une stratégie d'action à dividende qui est hyper intéressante, mais ta façon d'investir ou de suivre ces actions-là peut-être te correspond pas parce que c'est pas aligné avec tes objectifs perso. Et à ce côté, ce que tu disais toi, qui est hyper important de prendre en compte en fait son profil d'investisseur, de constituer un portefeuille global, un écosystème, pas que des actions, parce qu'on le voit bien qu'il y a des événements où t'as beau prendre des ETF ou t'as beau prendre des actions individuelles, quand la bourse fait moins 40, ça fait moins 40 dans ton portefeuille. Et donc il y a plein de mécanismes comme ça que je trouve hyper intéressants en multi-actifs, qui permet de rebalancer en fait et de contrer un peu ces périodes-là. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve qui manque aujourd'hui. Après, est-ce que peut-être parce que ces dernières années, là, comme tu as dit, la bourse, elle a fait 10-12% d'augmentation en moyenne, qui fait qu'il y a des gens qui se sont dit, la bourse, c'est magique, regardez ce que j'ai fait en 6-7 ans, et regardez la bourse sur 20 ans, c'est bon, quoi. Mais je pense que si demain, il se passe quelque chose, on parlera un peu d'actualité après, mais je pense qu'il risque d'avoir un peu des gens qui seraient étonnés de voir qui vont paniquer, que leur portefeuille peut faire moins 30, même sur des actions, quoi. Il faut être préparé, c'est clair. J'ai deux choses à répondre à cette histoire d'ETF. C'est la première chose, il faut voir d'où l'on vient pour comprendre pourquoi il y a une telle euphorie. Et je pense tout ce temps qu'on est, pendant les dernières décennies, une partie énorme de nos rendements ont été bouffés par les banques assureurs, par les sociétés de gestion
Et quand on regarde les millefeuilles de frais, sur par exemple 10% par an de gains en moyenne, il y avait quasiment 3-4% qui partaient à tous ces intermédiaires. Et donc quelque part, faire une stratégie d'ETF sur un bon vieux compte titre ou sur un PEA, ça permet clairement de sortir de ce braquage en mode organisé en fait. Bien sûr. Et la deuxième chose, et ça en fait je l'ai écrit dans un grand dossier de 4 pages que j'ai publié avec un co-auteur, là, Olivier Landrevi, qui est un professeur à HEC et qui est très instruit également sur le sujet. On a écrit un dossier de 4 pages qui montre justement que les ETF en fait ont fait une pression à la baisse sur les frais, ce qui fait qu'en fait les produits d'épargne sont beaucoup plus honnêtes aujourd'hui. Ce qui explique en fait cet engouement. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on peut faire des stratégies de plus en plus complexes avec les ETF, y compris sur plusieurs classes d'actifs. Je recommande souvent de par exemple, investir sur des ETF obligataires, sur des ETC, c'est-à-dire en fait des ETF sur l'or, des ETF sur différents indices. On peut même avoir des indices moins volatiles que les autres. Si on prend, je sais pas, le MSCI Monde équipondéré, par exemple, on est beaucoup moins sensible à l'évolution de la technologie américaine ou du luxe et des banques françaises en prenant ce type de produit. Et effectivement, il y a toute une partie de la profession qui déteste ça parce que ça désintermédie l'investissement en bourse. Ouais. Et donc, si aujourd'hui ça a autant de succès, c'est qu'on s'est fait piquer dans les poches pendant des années. Si je peux juste terminer avec un exemple. Vas-y. Moi, il y a 10 ans, j'avais investi une part assez importante de mon épargne en or. À l'époque, j'avais un espèce de vieux contrat d'assurance vie qui me prenait déjà 1% par an. Il n'y avait qu'un seul support disponible. C'était en fait un fonds de BlackRock sur les titres de société aurifères. Le truc, il prend 2,82% de fees par an. Ah oui. Plus les 1%. Et pour même pas investir sur ce que je veux, c'est-à-dire vraiment le cours de l'or. Ouais. Et au final, là, sur 10 ans, j'ai fait 60% de bénéfices, alors que l'or a quasiment fait plus 150%, plus 160% sur la période. Et donc, c'est frustrant, en fait, de regarder rétrospectivement et de se dire, j'ai la moitié de mon argent qui est parti dans les poches de banques assureurs mal organisées, inefficaces, et de sociétés de gestion. Et donc aujourd'hui, qu'il y ait des acteurs qui permettent de détruire ces business à l'ancienne, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais après, effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Faut pas que ce soit... C'est pas une martingale gagnante, c'est pas une stratégie sans risque. Faut malgré tout savoir ce qu'on achète et comment on achète, et le faire progressivement. Pas tout investir d'un coup en actions et courir le risque de tout investir à un point haut. En fait, juste pour répondre à la dernière chose que tu viens de dire, moi j'ai juste un peu peur que ce que tu as expliqué sur l'impact émotionnel que la génération a eu, cette génération qui a connu 2000-2008, en fait, n'ait pas eu lieu sur notre génération à nous, puisqu'il n'y a jamais eu de grosses crises similaires, et que du coup, cette génération-là se dit oui, tout le monde dit qu'il faut acheter des ETF en action, on achète des ETF en action, mais ne soit pas préparé en fait à résister lors d'une chute de 40 à 50% qui peut arriver lors des cycles boursiers. Et j'ai juste un peu peur qu'on ait un espèce de biais, puisque depuis le Covid-19, l'éducation financière s'est énormément développée. Les gens disent d'acheter des ETF. Les ETF montent chaque année. De plus en plus de gens se disent que c'est la martingale. Et justement, qu'est-ce qui va se passer quand demain on aura une crise ? Pas une crise qui va tuer le marché, mais juste une crise normale finalement. Est-ce que les gens vont résister à ça ? Est-ce qu'ils vont avoir une éducation financière nécessaire pour justement réagir à ces mouvements ? Donc, je pense que c'est une très bonne question. Donc c'est pour ça qu'il faut... S'il y a vraiment une règle, je pense, à rappeler à tout le monde, c'est il n'y a pas de repas gratuit. Exactement. S'il y a des gains élevés, il y a forcément un risque élevé. Et effectivement, on ne peut pas faire 10 fois mieux qu'un livret A sans avoir des risques très importants. Bien sûr. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, je suis persuadé qu'il y a une grande partie des petits investisseurs qui ne peuvent pas s'imaginer que leurs ETF perdent 50% d'un coup. D'ailleurs, on a vu il y a quelques semaines, là, depuis fin décembre, depuis mi-février, la bourse américaine, le S&P 500, a perdu 10%. Alors en euros, ça a fait encore plus mal parce que le dollar s'est affaibli. Donc c'était quasiment 15% de baisse en euros. Ça
ça semblait être quelque chose d'insurmontable pour beaucoup de petits investisseurs. Bien sûr. Mais en réalité, c'est un petit bâillement. Oui, c'est même sain, d'une certaine manière. Hein. Donc oui. Et si on continue un peu sur ce côté éducation, j'aime beaucoup, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on fait. On travaille pour construire une plateforme qui puisse retranscrire tout ce discours-là, apporter ce côté éducation financière avec cette stratégie multi-actifs et même juste avant l'investissement, tout ce qui est côté épargne. Mais ce que tu disais, toi, c'est quoi tes 3 règles que tu donnerais à quelqu'un pour faire attention, on va dire, quand tu démarres, on va dire là-dedans? Parce qu'après, il y a les règles classiques de diversifier, etc. Mais est-ce que toi, tu as des petits trucs à toi que tu donnes un peu dans tes accompagnements ou quoi, de conseils immuables, quoi? Ça peut être Un peu, 3 ou 2. 3 règles d'or, quoi. Ouais, Forcément 3, il peut en avoir 4 ou 3. Si t'en as 5 pour nous, je suis preneur, mais... Oui, alors déjà, la première, ce serait de lisser ses investissements dans des actifs risqués. Typiquement, c'est une erreur, par exemple, si on hérite d'un capital, de tout investir d'un coup sur des marchés actions ou sur des matières premières. La bonne stratégie, c'est de lisser sur une certaine période. La deuxième règle, ce serait de bien définir son profil et d'avoir une répartition entre différentes classes d'actifs qui correspondent à son niveau, à sa situation personnelle et à son niveau de risque. Donc, si sa situation personnelle, c'est si on n'a pas de revenus stables, si on a peu de capital, si on a tout juste comblé son épargne de sécurité ou épargne de précaution, eh ben, on va peut-être pas tout de suite tout mettre en action. Et surtout pas tout d'un coup. Ouais. Et son appétence au risque, on en discutait, est-ce qu'on est prêt ou pas à perdre 50% d'un coup sur une partie de son épargne ou pas? Ça, c'est la deuxième règle. Et la troisième règle, c'est faut pas regarder tous les jours la variation des valeurs. Ça, c'est une vraie bonne règle, ça. C'est presque contre-productif. Je sais que c'est malheureusement le drame de notre époque. On veut de l'instantané, mais malheureusement, ça distrait plus qu'autre chose de regarder l'évolution des cours de bourse. Et c'est pas mal à un moment de laisser son portefeuille un petit peu vivre sa vie. On est là pour le long terme. La bourse, c'est pour 8 ans minimum. Si on n'est pas prêt à attendre 8 ans pour regarder ses gains et ses investissements faire des bébés, faut placer sur un livret A, à la limite des obligations à très faible risque, mais c'est tout, quoi. Donc, je pense que voilà, ce serait ça mes 3 règles. Super. Moi, je rajouterais juste une petite dernière règle, c'est faire attention aux frais et choisir quand même les bonnes enveloppes fiscales selon son profil. Ah oui, Parce que comme tu disais juste avant, les frais, en fait, et encore avant, c'était beaucoup plus que maintenant, en fait, c'est vraiment un énorme manque à gagner. Parce qu'au final, déjà, avant de se dire, on choisit le bon produit qui va faire le bon rendement, si on nous prend 2% de frais par an, en fait, on va perdre énormément d'argent sur 8 ans, par exemple. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose, les frais, super important à regarder. Et en plus, c'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler. Oui. Parce que personne ne sait si la bourse va monter dans 1, 2, 3 ans. En revanche, éviter des contrats bourrés de frais qui vont manger la moitié de la performance, ça, tout le monde a le pouvoir de toucher à ça. Et dans mes accompagnements, j'ai vu des clients qui arrivaient avec leur plan épargne-retraite. Donc, épargne à 20-30 ans, très très long terme. Et c'est notamment, je vais citer le nom, donc Swiss Life, qui prenait 1,50% de frais d'enveloppe, plus des OPCVM qui avaient en moyenne 2% de frais annuels. Ah oui, d'accord. Pour des choses extrêmement classiques en plus, pour des fonds qui répliquaient plus ou moins le MSCI Monde, mais qui sous-performaient le MSCI Monde chaque année. D'accord. En raison des frais, mais pas simplement en plus. Donc effectivement, j'abonde complètement dans ton sens. S'il y a bien une chose qu'on peut contrôler, c'est les frais et la fiscalité. Et les enveloppes fiscales aussi, il faut toujours faire très attention à qui conseille. Parce que malheureusement, dans le monde du patrimoine, de la gestion de patrimoine, il y a beaucoup de gens qui sont jugés partis. Oui. Les banques assureurs, si vous ouvrez une assurance vie, un PER, ils vont prendre quasiment entre 0,7 et 1% par an sur tous vos encours. Si vous avez un compte titre, un PEA, vous payez un petit frais de transaction à l'entrée, à la sortie.
mais beaucoup moins. Oui, Mais clairement. on perd pas 1% limite de rendement en fait. Enfin, c'est pas vraiment comme ça, mais je veux dire, on perd 1% avec en plus des intérêts composés qui auraient pu. Exactement. Donc oui, c'est super intéressant de le rappeler. Ouais. Donc je pense faire une bonne analyse personnelle, ou même il y a beaucoup de bonnes ressources en ligne. Ouais. Par exemple, Avenue des investisseurs, Financero ou Blossom. Blossom Wallet qui s'appelle Blossom, Finsia ouais. maintenant. Pixia, d'accord. Mais oui. Et voilà, même sur Monsieur Capital, enfin, Exactement. je vais pas faire mon autopromotion, mais Non, mais tu peux. j'essaie de faire Faut. des vidéos sur YouTube ou dans ma newsletter tous les vendredis, je donne des conseils pour choisir les meilleures enveloppes fiscales. C'est voilà, Mais, c'est une D'ailleurs, brique essentielle. juste, on mettra de toute façon le lien du coup de la page LinkedIn de Pierre juste en dessous de la vidéo pour si vous avez envie justement de suivre un peu ce qu'il fait. Il fait du très bon contenu. Voilà, c'est une petite page promo. Ah, bah, merci. Mais en vrai, je peux proposer un truc intéressant, ça peut être sympa. Mhm. On peut réfléchir ensemble ou plus toi que nous, mais je pense qu'on peut le faire ensemble. Ça serait bien peut-être qu'on reprenne un peu une démarche, un profil. Genre on peut se définir un profil, on peut prendre notre profil à nous, notre niveau de vie, etc., ce qu'on est, et voilà, si on devait construire notre capital, commencer à investir, comment on le ferait, la bonne démarche, faire ça un peu dans l'ordre, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Super. Très intéressant. J'adore l'exercice. Ok, bah, en vrai, je peux peut-être prendre mon profil. Présente-toi, Mathieu. Donc Mathieu Villafranca, moi je suis ingénieur, donc j'ai quand même fait un bac plus 5, aujourd'hui je travaille, donc j'ai quand même un bon salaire quand je démarre. Et j'ai eu un peu ce changement entre mon niveau de vie d'étudiant, où j'ai un petit peu de rentrée d'argent, mais voilà, et après, d'un coup, je me mets à gagner beaucoup d'argent comparé à mon niveau de vie d'étudiant. Donc j'arrive à mettre pas mal de côté. Pour donner des chiffres, comme ça on situe un peu, si je gagne les 2005, j'arrive à mettre facilement 1000 euros de côté par mois. Par contre, pour ma dernière année d'études, j'ai fait un crédit étudiant. J'avais besoin de 10 000 euros pour mon école et j'ai emprunté 20 000 en me disant que peut-être que faudrait que je fasse quelque chose avec cet argent, puis ça me mettait une petite marge aussi perso. Donc en gros j'ai 10 000 plus les 5 000 d'argent que j'avais de côté avec mes parents, un petit peu. Donc j'ai 15 000 euros sur un livret A et tous les mois en gros je mets de côté 1 000 euros quoi. D'accord. Et du coup si on fait un peu l'exercice, qu'est-ce que tu me dirais en fait de faire, qu'est-ce que je regarderais dans Quelle question? Ouais, quelle question tu me poserais en fait pour que je puisse pour faire l'exercice. En vrai, tu peux me poser des questions, je peux essayer de répondre, mais Eh ben, déjà, je pense la première question que je poserais, c'est, mais tu as déjà répondu d'ailleurs, c'est quelle est en fait ton épargne de précaution? Parce que avant de chercher du rendement ou du risque, faut s'assurer en fait qu'on puisse investir sur le long terme. Il y a beaucoup de chaînes qui proposent du trading, d'investir à court terme sur les cryptos ou sur des actions. C'est très bien pour certaines personnes, sur une partie très marginale de leur épargne. Mais si on parle vraiment investissement pour construire son patrimoine, là, en fait, c'est très important de mettre une quantité d'argent de côté pour faire face aux dépenses inattendues ou même aux dépenses déjà prévu, mais de court terme. Ouais. Et donc en gros, tu m'as dit tu as 15 000 euros c'est ça, ouais. là de côté. Donc en fait, la manière dont on va construire l'épargne de précaution, c'est qu'en fait, la règle, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses. Donc si tu as à peu près 2500 euros de dépenses mensuelles, c'est ça? Non, ça c'est mes rentrées. Oui. C'est mon salaire. Ouais, tu dis 3500, mais tu mets 1000 de côté. Donc en fait, les 2500, c'est des dépenses. Non, j'ai 2500 de rentrée. Bon, Ouais. on peut faire, c'est pareil, mais 2500 de rentrée. Ouais. Et je mets 1000 euros de côté. Donc j'ai 1500 de dépenses. D'accord. Ok, tu as 1500 euros de dépenses. Donc si on prend par exemple, allez, 4 mois et demi, donc ça nous fait 6-7 000 euros de mettre de côté. Et en plus, je pense un élément important que tu as donné, c'est que tu as des revenus stables. En plus, tu as une valeur de marché assez importante parce que tu as un bon cursus universitaire. Si tu perdais ton job, tu serais en mesure d'en retrouver un autre relativement facilement. Donc il n'y a aucune raison de blinder l'épargne de sécurité plus que ça. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc ça veut dire qu'en fait, sur les 7000, donc tu as déjà 8000 sur lesquels tu peux faire un programme d'investissement plus 1000 euros par mois.
Ok. En gros. Ça, c'est la base. Ok. Euh, Ça, c'est le côté épargne, en fait, un peu. C'est pas même le côté investissement, là, c'est vraiment le côté mon épargne, ce que je mets de côté pour ma vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, t'as les 7000, ce que tu mets de côté pour ta vie de tous les jours, et donc tout le reste, c'est-à-dire tes 8000, que tu peux mettre un plan d'investissement C'est ça. Ouais. sur ces 8000, et tous les mois, tes 1000, en investir une très grande partie, je pense, sur ton programme d'investissement. Je recommanderais quand même, c'est quand même pas mal de continuer à mettre peut-être 100, 200 euros par mois sur ton livret A pour au moins le blinder. Ok. Ouais, j'irais alors. Parce que. On pourra en Oui, c'est discuter. intéressant parce qu'on a un avis dessus aussi. Donc vas-y. Non, je Vas-y, t'attends, vas-y. Parce qu'en fait, mine de rien, il faut à un moment un petit peu déroger à cette règle, dans le sens où c'est bien de pouvoir avoir une. Il y a ce qu'on appelle une règle, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire, si à un moment, tu as une opportunité pour acheter un appartement, pour faire un investissement important pour ta vie personnelle, pour ta vie professionnelle, un voyage, n'importe quoi, d'aller taper quand même pas mal dans cette poche d'épargne de court terme, c'est pas mal. Donc la règle des 3-6 mois, elle est bien pour commencer son épargne, mais après, c'est pas mal si on continue de blinder un peu voilà, son livret A. Alors c'est très intéressant parce que on explique un peu la même chose, mais pas exactement de la même manière. Donc c'est-à-dire que nous, on va plus partir de l'envie du coup de la personne. Donc par exemple, on va dire, prenons l'exemple de Mathieu. Voilà, Mathieu, tu vas mettre 7000 sur ton matelas de sécurité. Mais après, quels sont les projets importants dans ta vie? Est-ce que tu veux acheter un appartement? Est-ce que tu as des voyages que tu as envie de faire, par exemple à 1-2 ans. Donc c'est plus cette notion, tu vois, de planification. Et après, justement, par exemple, Mathieu, est-ce que tu as envie de faire des voyages ou un apport immobilier bientôt? En vrai, dans l'exemple, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a l'habitude de parler avec des gens avec qui on en discute, mais on aime bien mettre des objectifs court terme, enfin définir les différents horizons court, moyen, long terme, en fonction un peu de ce que tu veux faire. Et donc là, si on fait l'exercice en continu, moi je dirais que par exemple, cet été, donc dans maintenant 5 mois, je dirais à peu près, allez, si je pars fin d'été pour que ça me coûte moins cher, on peut monter à 7 mois, quoi. Et mais donc j'ai des vacances qui je peux estimer à peut-être aller 1500 € si vraiment je me fais plaisir, quoi. 1500, 2000. Après forcément des grosses dépenses que j'ai dans l'année, il y a aussi la période de Noël. Si je fais un peu plus de cadeaux, maintenant que j'ai un salaire en plus, que je peux un peu plus participer. Donc il y a des choses comme ça. Et après, à moyen terme, je dirais comme la plupart des gens, mais j'ai envie d'acheter une maison, enfin de devenir propriétaire. Ouais. Donc là j'ai 25 ans, donc allez... entre mes 30-35 ans, je dirais. Entre 5 et 10 ans. Et après, le long terme, j'ai pas forcément, parce que la retraite, logiquement, mais juste de faire fructifier un capital long terme, quoi. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, exactement, parce qu'il y a deux objectifs, je pense. Évidemment, compte tenu de ton âge, c'est quand même pas mal de commencer à se constituer un portefeuille un peu plus risqué. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des couples de retraités. Là, l'objectif était uniquement d'avoir un complément de revenus. Ouais. Donc, effectivement, on peut considérer qu'il y a une petite partie du capital qu'on va essayer de développer sur le long terme. Mais le but, c'est un complément de revenus, donc avec beaucoup d'obligations et d'investissements sans risque, voire un petit peu d'immobilier. Mais effectivement, en fait, l'horizon de temps, parce qu'en fait, toutes ces questions, est-ce que tu as des dépenses à court terme? Est-ce que tu vas acheter un appartement? Même je pourrais aller plus loin. Est-ce que tu vas te marier, etc. Toutes ces questions, en fait, ça vise à dire, c'est quoi ton horizon de temps? Est-ce que quelle est la probabilité que si tu mets 20 000 € sur un portefeuille multi-actif, actions, obligations à yield, obligations à rendement plus bas, immobilier, etc., quelle est la probabilité que tu aies besoin d'y toucher pour vivre pleinement d'ici 10 ans? Parce que le but, c'est pas de se serrer la ceinture, ça n'a aucun intérêt. Tu peux très bien réaliser des investissements personnels aujourd'hui où il y a un rendement très important. En fait, je dis n'importe quoi, ça peut être un 3e cycle d'études, d'avoir un MBA qui te fait passer dans une catégorie de carrière complètement différente. C'est des investissements personnels et qui ont un retour énorme. Et ce serait bête de se priver de ça pour des questions d'épargne. Et par conséquent, ce serait bête d'avoir à toucher ces investissements de long terme. Exactement. Oui.
pour financer ce genre de projet personnel. Donc il faut voir un peu large. Et c'est pour ça que je dis 4-6 mois, c'est bien pour avoir ce socle de départ pour investir, mais après de continuer à alimenter un petit peu, mettre, dans ton cas par exemple 100-200 euros sur de l'épargne sans risque, c'est-à-dire, je dis livret A, mais tu as aussi des fonds euros d'assurance vie à taux boosté qui rapportent beaucoup plus aujourd'hui que des livrets A. C'est aussi une bonne alternative. Et après, l'autre question, en fait, une autre famille de questions que je poserais, c'est pour connaître ton appétence au risque. Okay. Parce que là, ta situation personnelle, on voit, c'est stable, tu as peu de chances de perdre complètement tes revenus. Donc, tu as des projets, mais qui sont déjà plus ou moins budgétisés dans ton 1500 euros par mois ou pas, quand tu parlais des cadeaux de Noël, etc. Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Non, justement, c'était un exemple en fait, qu'on t'a donné de toi, ta manière de dire les choses, c'est pour ce genre de projet-là, on va mettre 100 à 200 euros en plus sur le livret A. Oui, et d'accord. nous, notre manière de voir les choses, c'est ok, j'ai 1000 euros par exemple de cadeaux de Noël. Bon, t'es généreux. Ouais. Mais c'est dans 10 mois, et ben du coup, je finance ce projet en mettant 100 euros de plus par mois sur mon livret A. Okay. En fait, c'est un peu plus de planification, mais c'est la même idée. Moi, la manière dont je le conceptualise quand j'ai des accompagnements, c'est on raisonne sur 12 mois. Okay. 12 mois, donc, c'est quoi tous tes revenus, c'est quoi toutes tes charges courantes, etc., y compris les départs en vacances, enfin tout. Okay. Tu annualises, impôts, hein, évidemment, faut tout prendre, impôts locaux et tout ça. Tu annualises, tu divises par 12. Et par exemple, si tu as des bonus dans ton boulot, ben, ça compte aussi. Mais simplement, les mois, en fait, où tu as plus de capacité d'épargne, et ben ça, tu le mets sur tu mets cette partie, ce surplus sur de l'épargne non risquée. Et les mois où tu en as moins, tu utilises cette épargne non risquée pour investir la même quantité en actions, etc. Ok, ouais. C'est annualisé, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais pas faire le jargon, mais j'appelle ça un revenu normatif. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ton revenu moyen par mois sur les 12 prochains mois. C'est intéressant. Si tu as un surplus, tu le mets de côté et tu le réinvestis dans des actifs long terme plus tard. Ouais. Et les mois où tu es en déficit, eh ben tu vas pomper sur cette épargne non risquée. Ok. Et donc si on continue, donc en gros, là on part sur l'exemple où j'ai 8000 euros que je peux investir sur des choses plus, en tout cas moyen terme ou long terme. Et ce que tu disais, c'est cette appétence au risque. Comment est-ce que moi je vais savoir sur quelle base de portefeuille je pars, quels actifs Comment est-ce que tu aborderais le truc Donc la manière dont je l'aborde, c'est que je passe en revue chaque classe d'actifs. D'abord, pour savoir si on est prêt à prendre des risques, il faut comprendre exactement de quel risque on part. De quel risque on parle, pardon. Donc, par exemple, les actions, c'est quoi le rendement moyen attendu? Donc, on prend la moyenne des 20 dernières années. C'est quoi le risque maximal? Alors, on prend les 50 dernières années, on voit les performances les pires années, par exemple. Donc, un peu, en fait, pour dire les choses autrement, déterminer pour chaque classe d'actifs le rapport risque-rendement. Donc, je passe ça en revue. Et après, en fait, je donne un horizon de temps pour chacune de ces classes d'actifs. Fonds euro assurance vie livret A, fonds euro d'assurance vie ou livret A, c'est disponible tout de suite. Obligations à maturité courte et à faible risque, donc investment grade dans le jargon, et ben c'est quasiment disponible à l'horizon 1, 2, 3 ans. Il y a peu de chances sur ces classes d'actifs de perdre beaucoup d'argent, c'est un risque moyen. Et après, déjà, obligations à plus haut rendement ou obligations à maturité longue, donc qui rémunèrent plus, ou obligations avec des risques pays plus grands, comme les pays émergents, et après l'immobilier, l'or et les actions, là déjà, on est dans un objectif de long terme. Et il faut montrer, par exemple pour chaque classe d'actifs, donc par exemple les obligations, il faut montrer en 2022 ce qui s'est passé. 2022, les taux d'intérêt, dès fin 2021, les taux d'intérêt sont montés. Ouais. Il y a des obligations qui ont perdu quasiment 40% de leur valeur. Parce que des gens, maturité 25-30 ans sur une obligation, donc le cours de l'action évolue différemment de l'évolution des taux d'intérêt. Et donc, ce n'est pas des investissements sans risque non plus. Je pense que
je pense que quelqu'un qui ne connaît pas trop a peut-être du mal à suivre ce passage. Ouais. Moi, Ouais, on te suit, mais c'est pas grave, au pire, ça s'apprend. Mais oui, c'est sûr que c'est des choses. On parle souvent des obligations. Nous, on a l'habitude de dire qu'il y a une partie un peu offensive du portefeuille, une partie défensive, avec les obligations ou l'or aussi, qui des fois varient différemment en fonction de ce qui se passe sur le marché des actions. Mais c'est vrai que ça peut aussi baisser énormément pour d'autres facteurs que la baisse des actions ou autres. Ouais. Donc c'est des choses qu'il faut faire attention. Mais c'est pour ça que penser multi-actif, c'est hyper important parce que tu fais un genre de 4x4 tout-terrain quoi, pour ton marché boursier. C'est un bon portefeuille résilient, c'est un portefeuille qui évolue avec des facteurs différents. Alors, récemment, là, ces dernières semaines, on a vécu malheureusement un scénario où tout a perdu de sa valeur, en quelque sorte. C'est assez rare d'ailleurs que ça arrive. Mais en gros, les taux d'intérêt sont un peu remontés, ce qui a fait baisser la valeur des obligations. Comme il y a eu plus de risques, plus d'incertitudes, les actions ont baissé. Comme le dollar s'est affaibli à cause des annonces de Trump, le cours de l'or en euros, c'était pas terrible, contrairement à ce qu'on lit dans les journaux. Ok, c'est en dollars, c'était pas mal, mais en euros, c'était pas terrible. Mais en fait, ça, c'est un peu des exceptions. Parce qu'en principe, le but d'avoir un portefeuille multi-actif, c'est qu'à long terme, il y a un actif qui compense un peu l'autre. Exactement. Parce qu'à long terme, quand les taux d'intérêt remontent, c'est bon pour les obligations. À long terme, simplement. Pas tout de suite. Oui. Mais à court terme, et à long terme, c'est mauvais pour les actions. Donc, il y a toute une stratégie derrière ça. Okay, mais nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est cette gestion de portefeuille. Une fois que tu as constitué un peu tes classes d'actifs, tu t'es fixé un pourcentage qui correspond à la prise de risque que tu veux prendre, etc., et ton profil. Ce qu'on aime bien dire, c'est ce mécanisme, on appelle ça le rebalancement, nous. Ce mécanisme de rebalancement où, en fait, tu t'es défini ton pourcentage de portefeuille. Forcément, tous les actifs vont évoluer. Et comme ce pas les mêmes actifs, ils ne vont pas évoluer forcément dans le même sens. Et de faire ce mécanisme de rebalancement 1 à 2 fois par an, où, en fait, tu rééquilibres tes pourcentages de base, ce qui te permet en quelque sorte de toujours être positionné pour les meilleures tendances macroéconomiques, parce que tu as eu une période où tu as les actions qui sont montées, par exemple, ce qui a défavorisé l'or ou un peu les obligations, parce que voilà. Et du coup, tu vas 1 à 2 fois par an vendre une partie de tes actions pour racheter de l'or et des obligations. Et du coup, si demain on rentre dans une autre période économique où c'est l'inverse qui se passe, tu t'es déjà un peu plus positionné sur tes valeurs qui avaient baissé, et du coup tu rattrapes du rendement. C'est... Ouais. Non, juste pour essayer d'expliquer juste rapidement, parce que rapidement, imaginons qu'on a 2 actifs, 50% d'actions et 50% d'or. Il y a 53%, après évolution du marché, on a 53% d'actions et 47% d'or. On vend les 3% d'actions, entre guillemets, pour racheter de l'or. Et l'idée, c'est que notre conviction profonde est que les 2 produits d'investissement sur le long terme seront gagnants, mais les cycles seront différents dans le court terme. Et du coup, on va gagner sur le court terme en faisant du rebalancement. Ouais, il y a plusieurs écoles avec ça. C'est une école qui se défend parfaitement. Sur le long terme, j'aime bien, je conseille quand même de laisser filer le rendement de ces actions. C'est-à-dire, c'est les actions, mais c'est vraiment, c'est pas, mon raisonnement n'est pas du tout meilleur que la théorie du rebalancement, il y a aucun souci. Mais l'autre jour, il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur l'or où j'expliquais en fait que l'or, c'est un merveilleux conservateur de patrimoine. C'est pas un actif qui est fait pour spéculer. C'est simplement en fait très bien pour lutter contre l'inflation, l'érosion monétaire, les crises, et que ça a traversé en fait toutes les époques brillamment. Mais c'est pas forcément un moteur d'épargne sur très long terme, parce que ça ne produit rien, l'or. Ça lutte juste contre ce mécanisme d'impression d'argent par les banques centrales. Mais la vraie croissance, elle est dans l'innovation, le profit des entreprises, et donc dans la valeur des actions. Et donc, j'ai du mal à sacrifier une partie du long terme en vendant cette promesse dans le futur pour acheter plus d'actifs qui ont moins de création de valeur
sur le long terme. C'est une conviction, c'est juste une conviction personnelle. Non, c'est intéressant d'avoir des avis justement un peu différents, c'est super intéressant. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître sur la situation de Mathieu, enfin, voilà. Et c'est intéressant d'avoir quelles questions il faut se poser et aussi expliquer que voilà, c'est pas que l'investissement, c'est déjà une bonne gestion du budget et de l'épargne. Ouais. Et donc voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Non, je suis désolé, qui est un peu dans ses rails là, qui continue. Vas-y. Non, mais c'était important pour que j'explique mon truc en fait, sinon j'explique à moitié. Moi, la manière dont je raisonne pour vraiment bien conceptualiser ça, c'est qu'en fait, à tout moment, mon portefeuille, je fais un portefeuille à 0 rendement, c'est-à-dire uniquement avec les versements. Donc je dis par exemple, si j'ai mis 60% en actions, 20% en obligations et je dis n'importe quoi, elle reste en or, eh ben je garde dans un fichier qui traque tout ça. En fait, au fur et à mesure de mes versements mensuels, je regarde en fait quelle est la répartition de mes versements. Et si la répartition de mon capital est très très différente dans 20 ans, parce que chaque classe d'actifs a évolué dans un sens différent, je considère que c'est pas grave. Ok. J'étais prêt simplement à mettre, parce que le raisonnement sous-jacent, c'est si je mets 20% en or, ça veut dire que je suis prêt à considérer que 20% de mon capital doit être protégé contre l'érosion monétaire et que les actions, à long terme, rapportent encore plus que ça. Ouais. Donc je me moque si l'or n'a pas progressé aussi vite, ou deux fois moins vite ou 3 fois moins vite que les actions. Ça va pas, je vais pas pénaliser mes actions pour autant parce qu'elles ont mieux performé. Ce serait, et j'aime pas les raisonnements qui visent à pénaliser un actif qui a bien fonctionné, en fait. Parce que, et ça c'est un avis personnel, mais depuis que je suis la bourse, je vois que c'est toujours les gagnants qui performent le mieux à long terme. Google, quand ça avait déjà pris 1000%, c'était encore une entreprise qui surperformait. C'est un peu comme dans une classe, en fait. Est-ce qu'on a envie d'investir sur le dernier de la classe parce qu'il peut remonter ses notes de 2 sur 20 à 10 sur 20, ou de continuer à miser sur celui qui fait 18 sur 20 parce qu'il va probablement refaire 18 sur 20 l'année d'après. Ouais. Eh ben, il y a pour moi un biais psychologique qui est de croire qu'il y a en fait une juste valeur, que si une action baisse, elle va remonter, comme s'il y avait en fait une inertie dans les cours de bourse. En fait, c'est pas vrai. Si une valeur est dans la mauvaise direction, si un actif ne s'apprécie pas suffisamment, c'est qu'il y a une bonne raison sous-jacente pour ça, à l'échelle d'une entreprise ou même à l'échelle d'une économie. Et on le voyait d'ailleurs quand les taux d'intérêt commençaient à repartir en flèche en 2021. Beaucoup de mauvais conseillers en gestion de patrimoine n'ont pas conseillé à temps à leurs clients de commencer à couper leurs obligations long terme. J'ai croisé beaucoup de mes clients qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça, alors qu'en fait, on voyait que c'était assez mal embarqué. Pour autant, je ne dis pas qu'il faut faire du market timing, mais il y a des tendances qui se poursuivent pendant plusieurs mois. D'ailleurs, vous pourrez enlever l'histoire des mauvais CGP. Je vais m'attirer les foudres d'une profession là de. Pardon. Mais non, mais c'était très cool de faire l'exercice en vrai. C'est hyper intéressant d'avoir ta vision sur ça parce que je pense que chacun a un peu sa vision et même juste sur les réseaux de manière générale, c'est un mélange de visions comme ça et donc t'as des gens qui prennent position et je trouve ça hyper intéressant de toujours confronter notre position avec celle de d'autres personnes quoi. Donc merci beaucoup. C'était un détail parce que je suppose que c'est quelque chose que toi aussi t'abordes dans ton accompagnement que tu fais avec les gens. Bien sûr. Ouais. Donc, mais c'était cool de le faire là en direct, si j'avais, même si. J'ai beaucoup aimé aussi échanger avec vous. Non, moi du coup, je voulais faire un peu un lien avec du coup le travail que tu as fait en fusion, acquisition, c'était ça, dans les entreprises. Exactement. Est-ce que tu as un peu du coup des anecdotes à nous raconter dans ce milieu qui t'ont fait comprendre qu'il fallait faire quelque chose dans l'éducation financière peut-être? Est-ce que c'est quoi le lien en fait qu'il y a eu entre je fais de la finance en entreprise et maintenant je veux aider les gens à mieux gérer leur argent? Alors, quand j'étais en banque d'investissement, ça m'était arrivé de faire un petit peu d'éducation financière avec notamment des administrateurs, pas des très grands professionnels de la finance, mais qui étaient malgré tout des administrateurs de sociétés familiales notamment.
Donc, j'avais déjà eu plaisir à simplifier des concepts financiers. Alors, c'était plus sur de la finance d'entreprise, comme des comptes de résultats, des structures de financement, le coût de la dette, le coût des fonds propres, ce genre de choses. Mais en fait, ce qui m'a plus amené à me diriger vers des particuliers, c'est de voir à quel point les fonds d'investissement sont très très bien outillés pour faire leurs investissements, alors que du côté des particuliers, à moins d'être une grande fortune, il n'y a pas énormément d'outils très complexes qui peuvent aider à bien investir. Il y a beaucoup de conseillers de clientèle en banque qui sont jugés partis, qui vont favoriser le compte de résultat de leur banque à l'intérêt de leurs clients, même si, à titre personnel, à titre individuel, c'est des gens qui ont certainement beaucoup d'éthique, et ils ont malgré tout intérêt à générer du chiffre d'affaires, à générer un produit net bancaire pour leur banque. Le métier aussi de conseiller en gestion de patrimoine est un petit peu poussiéreux. C'est ce que j'allais dire aussi. Mais... parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas toujours des alignements d'intérêts. Il y a des marottes dans le milieu, notamment de faire investir dans des SCPI, dans certains produits qui sont objectivement pas les meilleurs. Et donc, je pense c'est plus une observation du milieu de l'épargne qui m'a amené à voir qu'il y avait un manque d'accompagnement. Est-ce que tu as une histoire ou quelque chose là pour vraiment imager ce que tu viens de dire ou pas du tout peut-être quelque chose ça peut être intéressant justement de partager ça avec nous. Oui, sans citer de nom ou quoi, mais juste. Ouais, j'en ai tellement en fait. Tout à l'heure, je vous ai cité là, déjà l'histoire de mon investissement en or, où il y a la moitié de mon rendement que j'ai laissé sur la table, faute de mieux, parce que c'était la pratique à l'époque. Aussi, toutes les semaines, je reçois dans ma boîte mail, je ne sais pas si vous recevez les mêmes choses de la part de banques qui disent toucher 7% par an, conditionné à certaines choses. Et en fait, les particuliers ne connaissent pas ce jargon, mais c'est des produits structurés. Oui. En fait, on te dit profiter des gains de la bourse, mais sans encourir le risque de perdre comme en bourse. Donc sur le papier, c'est beau. Sur le papier, c'est très très beau, mais en fait, c'est des produits très très bien maquillés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, parce qu'il y a tout de suite une commission en général de 7 à 8% pour le distributeur. Le pricing de ces produits est assez mal fait. Donc en fait, dans 90% des cas, les particuliers s'en sortent mieux en investissant en fonds euros, en obligations et une mineure en actions. Donc c'est en fait des produits psychologiquement très intelligents, mais qui sont en fait assez mauvais. Et les seuls produits structurés à peu près corrects, c'est ceux qui sont faits sur mesure pour des fortunes assez importantes. Oui, c'est genre des family office, ce genre de choses. Exactement. Parce que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que tu as des intermédiaires qui sont spécialistes, en fait, qui font un appel d'offres, qui disent voilà, ce client, il veut miser sur l'Eurostoxx 50, mais il veut pas prendre de risque si le marché tombe. Il a 10 ans devant lui. Il va faire donc cet appel d'offres. Tu as 5 banques qui vont revenir avec leurs produits et ils vont choisir le produit qui est le mieux pricé, qui est le plus honnête. Donc, à la limite, par cet effet de la concurrence... Oui, c'est ça. Mais c'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Mais voilà, mais c'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Bien sûr. Mais en revanche, ce que Crédit Agricole, la BPCE, BNP, Société Générale, toutes ces banques, ou même Meilleur Taux, ce qu'ils vous proposent, c'est en général d'assez mauvais produits. Et tout de suite, vous payez 7-8% de commission à la banque. Alors, on va nous dire, oui, mais c'est lissé sur 10 ans. Mais bon, peu importe. Parce qu'en plus, souvent, il va y avoir en plus le coût de l'assurance vie. Oui. Donc, en fait, en permanence, je vois des conflits d'intérêts. Aussi, je suis assez choqué de voir les bonnes notations des SCPI. Le risque AMF, en général, quand on regarde les documents en information il est pas clés, très haut. ouais, c'est 2 sur 7. Je trouve ça beaucoup trop faible par rapport au risque en fait qu'on observe. Il y a beaucoup de SCPI où il y a eu des revalorisations à la baisse.
C'est des produits qui sont truffés de frais. Il y a beaucoup de frais à l'entrée surtout aussi. Ouais, beaucoup de frais à l'entrée. Alors, il y en a, comme Hirokozen, certains, qui ont 0% de frais à l'entrée. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Mais en général, ça peut être du 8, 9, 10%. 10% à l'entrée. Plus des frais de gestion assez importants des sociétés de gestion. Et donc, il y a un désalignement d'intérêt avec les sociétés de gestion qui, elles, sont rémunérées sur le volume. Plus il y a d'immeubles, plus il y a de loyers, mieux c'est pour ces sociétés. Alors que l'investisseur, lui, ce qui l'intéresse, c'est la qualité du parc. C'est le rendement. Et alors on peut dire, oui, mais bon, il y a un risque de réputation, ces SCPI ne vont pas non plus faire n'importe quoi. En général, c'est vrai, mais mon intuition, et c'est qu'une intuition, hein, mais, parce que j'ai pas analysé le parc pour chaque SCPI, mais c'est que le risque est plus élevé que ça. Et en réalité, quand on regarde sur le long terme les évolutions de foncières cotées, et ben moi je préfère conseiller d'investir sur des foncières cotées à très long terme, auxquelles sont beaucoup plus volatiles à court terme. Tu parles de rates, ce genre de choses? Exactement, ouais, typiquement des SIC, enfin en France par exemple, je sais pas, Covivio, Gessina, Clépierre, enfin il y a beaucoup de foncières comme ça, mais il y en a aussi à l'international. Il y a des ETF qui permettent d'investir sur les grosses foncières cotées du monde. Juste pour donner un tout petit peu par exemple, pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est, en fait, c'est une manière d'investir dans l'immobilier en achetant justement des titres qui sont cotés en bourse. Donc non, mais c'est... Exactement, c'est des actions de sociétés oui, c'est ça. Qui possèdent des parcs immobiliers et qui touchent des loyers. Et comme c'est censé générer des flux réguliers d'argent, donc ces sociétés en général versent des dividendes assez importants qui correspondent à peu près au loyer qu'ils perçoivent. Et en plus, ce que j'aime bien avec les foncières cotées, c'est qu'elles cotent en général avec une décote sur la valeur d'expertise, qui est assez sérieuse d'ailleurs, la valeur d'expertise de leur mur. Par exemple, je vois pas mal de foncières avec une décote, si elles ont par exemple des immeubles qui valent 1000, actifs nets, donc leur mur moins les dettes, ça vaut 1000, et ben elles cotent à 60 par exemple. À 600, pardon. Okay. Donc 40% de décote. Okay. Et donc, alors, il y a des raisons qui expliquent ça, notamment si les taux d'intérêt augmentent trop, et ben, ça peut être dangereux sur la dette, etc. Il y a quand même c'est pas un cadeau de 40%, mais déjà, ça montre que... le risque est anticipé, quoi. Le risque est anticipé. Ouais. Et en plus, il y a un alignement d'intérêt parfait entre le management de ces sociétés et les actionnaires. Et à long terme, enfin ça c'est une conviction personnelle, j'aime beaucoup les foncières cotées. Mais attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. faut le rappeler. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ce type d'actifs, donc c'est bien aussi de vous montrer qu'est-ce qui existe en type d'investissement. Ce que je propose pour terminer tranquillement, c'est de parler juste d'un sujet d'actualité, dont un qui fait beaucoup débat en ce moment, c'est l'épargne, où on essaie de mobiliser l'épargne des Français là sur le livret pour la guerre en Ukraine. C'est quoi un peu ton avis sur ça? Est-ce que comment tu te positionnes sur ça, sur ce genre de livret que peut proposer un gouvernement, en tout cas pour faire quelque chose derrière? Enfin, comment tu te positionnes? Alors, j'ai écrit un post LinkedIn là-dessus. Je me doutais. Il y a, à mon avis, un énorme exercice d'enfumage dans cette histoire, parce que aujourd'hui, en fait, l'État français est très endetté. Et en réalité, s'il veut s'armer plus, il va être obligé de faire plus de dépenses publiques pour pouvoir acheter le matériel de défense. On a un ministère des Finances qui nous dit « Ah mais attention, il n'y a aucun problème, on va mobiliser l'épargne des Français. » Mais c'est un sujet qui n'a rien à voir. Oui. C'est comme, en fait, on pourrait tout à fait imaginer que ces dépenses de défense soient financées en émettant de la dette publique supplémentaire. Mais d'ailleurs, ils ont eu une autorisation, je crois, de l'Europe, ou c'est l'Allemagne. Oui. Ah oui, non, c'est l'Allemagne qui a une autorisation de dépasser un certain seuil de dette pour pouvoir... D'exclure des déficits les dépenses liées aux dépenses de défense, enfin liées à l'armement. Dans la défense, l'armement. Exactement. Mais ça n'empêche pas qu'à la fin, l'État français devra faire un chèque pour commander ce matériel à Thales, à Dassault, à Rheinmetall et à d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, en fait, de faire croire qu'il y aura moins de déficit
parce qu'on mobilise l'épargne des Français, c'est déjà le but de cette communication est de tromper sur la nature du problème. Après, je pense c'est déjà bien de moins émettre d'obligations sur le marché, parce que ça augmenterait encore plus rapidement les taux réels de refinancement de l'État français. Donc, mais c'est un petit peu un autre sujet. Après, donc, le dernier... là, les dernières informations qui venaient donc de Bercy, c'est qu'en fait, ce serait un livret pour investir directement dans les sociétés de défense. Mais donc, on imagine donc en actions, a priori. Exactement. Et donc, ce serait une émission d'actions nouvelles. C'est-à-dire qu'elles auraient besoin de se recapitaliser. Donc là, on finance l'effort d'investissement des entreprises pour, en gros, monter en cadence. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de défense européenne, mais on part en fait de très, très, très loin. Dassault Aviation, ça fait des années qu'ils essaient d'atteindre la cadence de 3 Rafales par mois. Ouais. Et on voit bien qu'au bout de 20 ans, 30 ans, on aurait beaucoup de mal, en fait, réarmer l'Europe. Donc, en fait, il y a un petit peu de miscommunication à tous les niveaux, à mon avis. C'est, on va croire que ça résout le déficit. Absolument pas. Alors, Bruxelles peut raconter ce qu'il veut. Oui. Très bien, on n'inclut pas ça dans le déficit. Il n'en demeure pas moins, à la fin, que ce sera des charges supplémentaires pour l'État, quelle que soit l'écriture comptable. Oui. On parle de livret défense, mais la dernière mouture là, qui viendrait de Bercy, ce serait a priori un livret bloqué. Oui. Ce serait des actions, et on ne sait pas trop comment. Donc, je pense, voilà, voyons comment ça évolue dans les prochaines semaines, mais ça paraît pas très clair, cette histoire. Ouais. Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, le problème que j'ai, c'est qu'ils appellent ça un livret et que c'est tout sauf un livret. Et le problème, c'est que les Français adorent les livrets et que du coup, il va y avoir un problème d'alignement entre ce que les Français vont penser que c'est et réellement ce que c'est. Parce qu'un livret, c'est disponible tout de suite. Un livret, c'est capital garanti. Et là, en réalité, c'est investir dans un fonds, en fait. Parce que c'est un fonds qui va être géré, du coup, par la BPI. Peu importe qui c'est qui le gère, mais en tout cas, c'est un fonds. Et un fonds, ça comporte des risques. Et du coup, c'est pas aligné avec ce que c'est vraiment un livret. Déjà, là, au niveau de l'appellation, je trouve que le marketing est un peu trompeur, du coup. Exactement, parce que livret, en fait, par livret, on entend disponible tout de suite. Oui. Là, on comprend que c'est bloqué. Alors, capital garanti, il faudra voir comment ça évolue les prochains jours, parce que est-ce que l'État va faire une garantie de capital sur cet investissement ? Je pense qu'on a... Enfin, je n'ai pas suivi les dernières nouvelles là, des dernières heures, mais je ne crois pas que c'est encore le cas, en tout cas. Ouais. Donc, si en plus il y a un risque, effectivement, ça n'aura plus rien d'un livret. C'est pour ça qu'autant limite conseiller à ces personnes-là d'acheter en direct sur un CTO du Dassault, ce genre de choses, s'ils veulent vraiment investir dans ces actions, je veux dire. Ouais, et justement, si je peux me permettre un truc là-dessus, je trouve ça... donc, moi, à titre personnel, j'avais investi pas mal dans un ETF Future Defense, qui est plus de l'armement mondial. Donc, c'est pas que l'Europe, mais aussi Global Aerospace and Defense, du Thales, du Dassault. Toutes ces valeurs, et Rheinmetall aussi, toutes ces valeurs ont énormément monté. Je trouve ça presque risqué, après de telles hausses aussi rapides, d'investir aujourd'hui. Parce que si jamais il y a une nouvelle de paix imminente en Ukraine, ce qui serait génial, eh ben, je pense qu'il y aura beaucoup moins de motivation pour que les gouvernements européens s'arment à ce rythme-là. En plus, c'est des votes de budget soumis au Parlement. Voilà. Donc, en fait, il y a pas mal de... C'est pas des investissements sans risque. À titre personnel, je ne vendrais absolument pas mes Dassault, mes Thales, j'en suis ravi. Mais de rentrer à ces niveaux de prix aujourd'hui, je trouve ça un peu dangereux. Et une dernière chose avant de conclure, en plus, les personnes qui vont investir dans ce livret donc vont penser que c'est un livret, et si demain en plus, comme tu dis peut-être ou pas, mais il va y avoir peut-être une baisse de ces actions, le capital va du coup baisser, et donc soit on est à capital garanti, et du coup il va falloir trouver un moyen de garantir avec de l'argent public cette garantie, ou alors les investissements de ces personnes vont du coup chuter. Et là, est-ce que ces gens-là, c'est des gens qui ont une éducation financière nécessaire ? Je ne pense pas.
Donc voilà, on verra un peu où ça nous mène. mais- Donc en fait, on aura deux manières de financer, avec les pertes sur les livrets ou avec nos impôts. C'est ça, exactement. Mais ils l'ont dit, pas d'augmentation d'impôts. Mais peut-être qu'ils le diront plus tard. Ah, mais c'était intéressant d'en parler. Bon, ben parfait. C'était très cool. Ouais, Merci ouais, d'être écoute, venu. Pierre. Merci beaucoup de votre invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'est très cool. Très bien. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Mhm. Et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager aussi, hein, parce qu'on démarre, donc ça fait toujours plaisir de donner de la force. Et si Donc- vous. Vas-y, vas-y. Vas-y, j'ai Et fini. si vous avez envie du coup de mieux gérer votre argent, dans le lien dans la description, on a juste mis un guide gratuit qui vous permet de faire vos premiers pas dans les sujets de budget, d'épargne et d'investissement. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs pas mal de notions qu'on a parlé Ouais, dont on aujourd'hui. a parlé aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci beaucoup. Salut.